Bonsoir à tous et merci de suivre RTI 1. On regarde ensemble les grands titres de ce journal. Le chef de l'État donne le ton de l'entraide et de la solidarité. En ce mois de Ramadan, le président de la République a offert ce mardi plusieurs tonnes de riz et de sucre à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Des dons réceptionnés par le président du COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Il est bâti sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 110 lits et composé de 14 blocs principaux et d'une station d'épuration. L'hôpital général de Méagui sera inauguré demain, mercredi, par le Premier ministre Patrick Achi, à la grande satisfaction des populations du district du Bas-Sassandra. Et puis, nous reviendrons sur l'offensive à Paris du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. C'était en mars dernier. Les différentes mesures prises contre ce phénomène ont été présentées. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le conseil spécial chargé des cultes du chef de l'État était ce mardi au siège du COSIM à Bingerville. Elhadj Idrissa Koné est allé remettre des vivres aux guides de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire. À la faveur du mois de Ramadan, ce sont plusieurs centaines de tonnes de riz et de sucre que le président Alassane Ouattara offre aux musulmans de Côte d'Ivoire. Les détails avec Mahama Traoré. 415 tonnes de sucre et 422 tonnes de riz. L'ensemble de ces vivres est destiné à la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne obligatoire depuis samedi dernier. Plus que de la solidarité, le chef de l'État donateur de ces vivres fait ainsi preuve de spiritualité. Le prophète de l'islam dit, alayhi salatu wassalam, que quand tu donnes la rupture à un musulman qui jeûne, Dieu lui donne la récompense qu'il mérite. Toi qui lui as donné la rupture, il te donne l'équivalence des récompenses qu'il va donner au jeûneur à qui tu as donné la rupture. Donc quand tu donnes rupture à 1000 personnes un jour de Ramadan, tu as la récompense de ton jour de jeûne. Tu as la récompense des 1000 personnes à qui tu as donné rupture. C'est-à-dire que ces jours-là, toi, tu auras la récompense de 1000 plus 1. Voilà pourquoi on encourage les musulmans à partager dans le mois de Ramadan. Parce que les bénéfices spirituellement sont énormes. Venu remettre ses dons au nom du président Alassane Ouattara, son conseiller spécial chargé des cultes en a profité pour solliciter une fois de plus les bénédictions des imams en faveur de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'actes de dévotion à la gloire de Dieu sont accomplis par eux-mêmes, eux qui sont les guides de la communauté musulmane. Ils le font certes pour les membres de la communauté, mais le président estime qu'ils le font pour l'ensemble du pays. Parce que partout où s'exercent les bonnes recommandations, les bonnes exhortations, les bonnes supplications pour que la miséricorde de Dieu s'étende sur les êtres humains, partout, cela ne peut être que favorable aux intentions et aux actes de gouvernement. En ce mois de dévotion spirituelle, le président du COSIM exhorte les musulmans à la générosité et à l'entraide. Un autre émissaire du chef de l'État s'est lui rendu auprès de la Confédération des confessions religieuses de Côte d'Ivoire dans la commune de Treichville. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan a distribué ce mardi des vivres pour un ramadan en toute quiétude. Robert Begré-Mambé a exhorté les musulmans à prier pour la paix. Issa Chonayo. En ce début du mois de Ramadan, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé multiplie les actions de charité pour soutenir les musulmans dans leur moment de pénitence. Ce mardi, il a distribué le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux musulmans du district d'Abidjan et à des religieux à Treichville. Le mois du Ramadan est un temps fort pour tout croyant
car il nous connecte à Dieu le Créateur à travers les ascèses, la foi, les prières et le partage. Et vous, monsieur le ministre-gouverneur, homme de foi, de prière et de bonté, vous vous êtes approprié cette occasion pour en faire une tradition. J'en veux pour preuve que chaque année, vous répondez présent au rendez-vous avec nous, les mains chargées de dons. Pour le ministre-gouverneur, le jeûne est une période capitale pour tout religieux. La période de jeûne est une période majeure. En réalité, le jeûne est un pèlerinage. Un pèlerinage qui nous permet de voyager pour aller non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un grand pèlerinage. Dans ce pèlerinage, nous n'allons pas utiliser de voitures visibles, ni d'avions, ni de bateaux. Mais il y a des véhicules particuliers que nous devons utiliser, qui sont la prière, qui sont aussi la bienfaisance, qui sont aussi le détachement par rapport à nos habitudes et qui sont aussi tout ce qui peut contribuer à nous faire rayonner vers l'éternel Dieu, créateur de choses visibles et invisibles. Robert Begremambe a appelé les musulmans et l'ensemble des religieux à prier pour la paix afin de permettre au chef de l'État de poursuivre les actions de développement pour le pays. Et la population du district du Woroba ne sont pas en reste. Elles ont reçu 50 tonnes de vivres de la part du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Des dons ont été réceptionnés par le préfet de région du Worodougou. Le commentaire de Moussa Konaté. Des cartons de riz et de sucre destinés aux populations du district du Woroba. Un geste du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Les dons réceptionnés par le préfet de la région du Worodougou seront distribués aux chefs et imams des différentes localités. On remercie le PAN et surtout le chef d'État pour son soutien à Amadou Soumaoro. Vraiment, la population est contente pour ça. Que Dieu donne la bonne santé à Amadou Soumaoro et au chef d'État pour diriger notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce don traduit ce sentiment de solidarité que les responsables des institutions de l'État expriment à l'endroit de leur population. Mais ce don aussi intervient dans un contexte hautement religieux. C'est un moment de partage, c'est un moment de solidarité. Les 5 grandes familles de Séguéla, Bakayoko, Soumaoro, Diomandé, Timité et Binaté, ainsi que la chefferie reçoivent également des vivres. Pour le représentant du donateur, c'est un acte de reconnaissance et de soutien aux populations. Le président de l'Assemblée nationale a la bonne habitude, en ces moments précis, de soutenir les populations du Worodougou. Mais cette année, exceptionnellement, il a étendu les dons à l'ensemble du Woroba et même au-delà, puisqu'il fait des dons à Divo, il a fait également des dons à Korogo. C'est la marque de sa piété, mais c'est en même temps la reconnaissance pour toutes les prières qui ont été formulées. Ce sont au total 50 tonnes de vivres, dont 30 tonnes pour le district du Woroba et 20 tonnes pour les localités de Divo et Korogo. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le Premier ministre est attendu demain, mercredi, dans le district du Bas-Sassandra. À Meyagui, Patrick Hachi va inaugurer l'hôpital général de la localité, bâti sur une superficie de 5 hectares. Il a une capacité d'accueil de 110 lits, un moment très attendu par les populations. C'est ce que nous rapporte Alexis Rutraogo. Demain, c'est bon, non? Je suis, comme vous le constatez, chez mon couturier, M. Sam, pour retirer mon costume, pour pouvoir accueillir le Premier ministre. Ce mardi à Meyagui, l'heure est aux préparatifs pour l'accueil du chef du gouvernement. Patrick Hachi vient ce mercredi inaugurer l'hôpital général de la ville, qui se refait une petite beauté. L'hôpital va nous soulager
des nombreux décès dus aux évacuations qui se sont parfois ou très souvent mal terminées sur San Pedro et Subre. Véritable bouffée d'oxygène pour les populations. Les plus heureux sont bien entendu les populations des villages environnants. Avec l'hôpital général de Meyagui, on aura une banque de sang à côté de nous. Donc on n'aura plus ce problème-là. Et les gens ne mourront plus pour problème de sang, car on aura notre banque de sang à côté. On n'ira plus à Daloa, Yamsokro, Boaké. Le plus grand hôpital du Bas-Sassandra, c'est à Meyagui, ils sont venus construire. Ce mercredi-là, toutes les femmes sortaient. Allons montrer notre joie au Premier ministre. On va envoyer banane, comme on appelle, ignam, iri pour le Premier ministre. C'est seulement dit. Je suis très heureux avec ma famille. Bâti sur 5 hectares, l'hôpital général de Meyagui a une capacité d'accueil de 110 lits. Avec ses services d'urgence, de consultation, de laboratoire, de gynéco-obstétrique et autres hospitalisations, l'hôpital réjouit le cœur de ses différents secteurs d'activité, passant des commerçants aux associations de femmes et jeunes. Merci d'avoir passé à nous, parce que c'est un véritable souci pour nous, les commerçants de Meyagui, toute la population même de Meyagui. Donc, mon cher président, merci à vous, merci au Premier ministre, merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes contents d'avoir l'hôpital là, c'est pour nous. Voilà, c'est nous, ça va servir. Donc, on dit grand merci au président Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait pour le département de Meyagui. Nous sommes très prêts pour lui. Parce que le Premier ministre même, là, c'est pas sa première fois de venir à Touagui 2. Touagui 2 même à partir, mais c'est son village. Nous sommes heureux, nous nous réjouissons d'ailleurs que le gouvernement ait pensé à Meyagui pour avoir vraiment bataillé afin de mettre en place cette structure qui est vraiment pour nous une structure 5 étoiles. Et le développement de la région s'étend aussi à plusieurs autres acquis importants, notamment l'électrification. Avant, pour étudier, tous les enfants étaient obligés d'étudier avec les lampes. Maintenant qu'il y a le courant et tout, tout le monde est content. Donc on va aller massivement pour accueillir le Premier ministre pour tout ce que le président et lui font pour la Côte d'Ivoire et aussi pour notre village. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Achi est à Meyagui et San Pedro pour faire avancer le développement. Et en France, le CNS, le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, mène l'offensive. Invité par l'association Les Amis de San Pedro, il a animé les 7 et 8 mars dernier une série de conférences sur le sujet pour éradiquer le travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Des mesures prises par la Côte d'Ivoire ont été présentées. On fait le point avec notre reporter Cheikh Koné. Collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers en France. Ce matin, les tout petits de cette classe ont droit à un atelier pédagogique sur le processus de production de cacao et les travaux dangereux interdits aux enfants dans la cacaoculture en présence des membres de la délégation du CNS et des producteurs ivoiriens. Ce cours est dispensé par l'Ivoirien Désiré Begré, 60 heures par an, dans les classes de 5e, 4e et 3e. J'ai retenu que concernant le travail des enfants, les enfants ils ne sont pas exposés à travailler dans les champs et que leur place serait à l'école. Mais que quelquefois ils peuvent aller aider leurs parents dans les champs. Ces enfants-là, ils vont grandir, donc ils vont se retrouver dans les instants où on discute du prix du cacao. Donc ils pourront faire cause pour nos cacaoculteurs pour valoriser les prix. Bien avant, la délégation du CNS a eu une série d'échanges avec le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN, une organisation qui regroupe plus de 150 entreprises françaises en Afrique, ainsi que le maire de Saint-Denis, Mohamed Niabali. Autant nous sommes totalement opposés au travail forcé des enfants et au travail dangereux des enfants, autant nous pensons qu'il faut prendre en considération les particularités locales, qui sont que les exploitations de cacao sont souvent des exploitations familiales, et que quand les papas et les mamans travaillent avec leurs enfants, ça n'est pas une exploitation d'enfants. Et il faut aussi tenir compte que beaucoup de gens dans ce secteur travaillent dans le secteur informel, qui complique un petit peu la preuve et la démonstration qu'on emploie des enfants ou pas. Et donc je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder avec une véritable volonté de faire progresser les choses, mais avec un bon équilibre aussi. Et c'est ce que nous essayons de faire passer notamment auprès des ONG et de certains fonctionnaires européens ou français, par exemple, qui édictent des règles sans bien comprendre les particularités.
Ces deux personnalités ont promis poursuivre et intensifier le plaidoyer du CNS auprès de la Commission européenne et du Parlement européen pour l'allègement de la réglementation sur le cacao durable. Il s'est tenu lundi la journée de l'innovation agricole durable. En toile de fond, il s'agissait de communiquer à l'ensemble des filières, des institutions et autres parties prenantes les résultats obtenus grâce au Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani. Les détails de leur rencontre avec Jean-Luc Bangbo. Du sucre de table à base de sève de cocotier, des frites surgelées de bananes plantain, des tasses de latex DVA à auto-impression, des fonds de tasses. Voici quelques-unes des trouvailles qui sont présentées à cette journée de l'innovation agricole durable. Tribune offerte aux porteurs de projets dans le secteur agricole pour présenter leurs innovations. Nous avons la possibilité d'obtenir du sucre blanc, du sucre brun ou du sucre roux de coco. La comparaison physico-chimique et nutritionnelle a montré que le sucre de coco est un phytosucre. J'ai mis en place des tasses à auto-impression. La particularité de ces tasses, c'est qu'à l'intérieur de ces tasses, il y a des numéros, des références de planteurs qui sont à l'intérieur. Donc quand le planteur enlève sa production, son numéro est marqué, son identifiant est marqué sur les fonds de tasses. Ces projets ont été conçus et financés dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. L'objectif étant d'améliorer de façon durable les productions agricoles, animales et halieutiques. Ces projets ont directement bénéficié à près de 15 000 personnes reparties dans 19 régions sur 31 et dans 71 départements sur 108 que compte la Côte d'Ivoire. Au total, 19 500 personnes ont été formées sur les innovations diffusées. Le FCIAD a pu financer à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA 44 projets et récompenser 28 lauréats pour leurs innovations. Des innovations qui devraient aider la Côte d'Ivoire à relever les défis les plus urgents de son agriculture. Cet événement que nous vivons représente une occasion unique d'amorcer un réel changement dans notre agriculture. De la lutte contre les effets du changement climatique à l'usage du numérique dans les systèmes de production agricole qui fonctionnent pour tous, les innovations se penchent sur les questions qui définissent l'avenir de notre agriculture. Cette journée de l'innovation agricole durable a été animée de panels d'experts. 38 institutions porteuses de projets et bénéficiaires du FCIAD ont également exposé leurs produits dans leur stand. Autre chose à présent, depuis ce mardi, une mission du Fonds monétaire international FMI séjourne dans notre pays. Une présence qui vient renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'institution financière. Et justement, le ministre de l'économie et des finances a procédé ce mardi à l'ouverture des travaux de cette commission. Le compte rendu de Jean-Jacques Comé. Pour cette première mission du Fonds monétaire international FMI qui se déroule en présentiel depuis l'apparition de la Covid-19, il s'agit pour le FMI d'apprécier les évolutions récentes de l'économie ivoirienne. On espère dans cette réunion de l'article 4 de la consultation avec les fonds monétaires d'avoir l'opportunité de discuter sur la performance de l'économie et les futures visions qu'on a de où le pays est en train d'avancer, les risques et surtout les politiques économiques que les autorités sont en train de mettre en place pour assurer une croissance inclusive du pays. Avec un produit intérieur brut établi à 2% en 2020, la Côte d'Ivoire en 2021, en dépit du rationnement de la fourniture d'électricité, a obtenu un taux de croissance d'environ 7%. Et les perspectives de croissance sont bonnes grâce à la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, période 2022-2025. Le gouvernement poursuivra les actions et interventions afin de contenir tous les risques susceptibles de compromettre le sentier de croissance et de développement du pays. Pour ces bons points, le ministre de l'économie et des finances a formulé une doléance, le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste des pays dits fragiles par le FMI. De notre point de vue, ce statut d'État fragile ne correspond pas à la situation actuelle du pays, qui bénéficie d'une appréciation très positive des agences de notation financière
et qui bénéficie également d'un classement en termes de risque pays qui a été réduit au cours des 6 derniers mois. La mission du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire a débuté ce mardi et prend fin le 15 avril prochain. Les services de la brigade d'investigation et du contrôle urbain du ministère de la Construction sont à pied d'œuvre dans le Grand Abidjan. Dans le quartier de Blocos, dans la commune de Cocody, la brigade a procédé ce mardi à la destruction d'un immeuble de type R+1. Il est bon de rappeler que l'édifice menaçait de s'effondrer. Le récit de notre reporter Cheikh Koné dans nos prochaines éditions. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix félicite le président de la République Alassane Ouattara. Le RHDP approuve les instructions avisées et initiatives pertinentes en vue de contenir la flambée des prix et de préserver le pouvoir d'achat des ménages. La déclaration a été faite ce mardi par le porte-parole principal du RHDP, Kobena Kwasi Adjoumani. C'était au cours d'un point presse. Éric Gouré. Face aux journalistes, Kobena Kwasi Adjoumani s'est expliqué et a donné plus de détails sur les efforts qui sont faits par le gouvernement afin de lutter contre la vie chère. Dans un premier temps, il a été procédé au plafonnement des prix de certains produits de grande consommation tels que le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Le 3 mars 2022, sur instruction du président de la République, cette liste initiale de produits plafonnés a été élargie à 21 catégories de produits de grande consommation. Le porte-parole du RHDP, entouré de ses collaborateurs, entend à travers ce point presse expliquer les sacrifices consentis au plus haut niveau. En dépit de la hausse fulgurante du prix du baril de pétrole, qui est passé en moyenne de 60-70 dollars US il y a 6 mois pour s'établir entre 100 et 128 dollars depuis mars 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Le gouvernement, sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a accepté de consentir un sacrifice considérable dans le but d'amoindrir le choc de la hausse des prix sur les ménages. Pour le seul mois d'avril 2022, une subvention de 64 milliards de francs CFA a été allouée pour maintenir à 615 francs CFA le prix du gasoil à la pompe, alors qu'il devrait augmenter de 35% au regard des cours internationaux. Cette conjoncture est mondiale. Les autorités ivoiriennes prennent des mesures urgentes pour lutter efficacement contre la problématique, a dit Kobena Kwasi Adjoumani. En dépit des lourdes contraintes et des vives perturbations sur l'offre mondiale de blé, ainsi que la hausse significative du prix international, le gouvernement a décidé de maintenir le prix de la baguette de pain standard à 150 francs CFA et d'autoriser la commercialisation de pain amélioré de 232 grammes à 200 francs CFA. Face à cette réalité, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement ivoirien. En plus, le prix d'achat du cacao n'a pas chuté. Il est resté à 825 francs CFA. On s'intéresse maintenant à la bulle sanitaire avec notamment le point de la situation de la Covid-19 au 5 avril.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 5 avril 9 nouveaux cas de Covid-19 sur 950 échantillons prélevés, soit 0,9% de cas positifs, 10 guéris et 0 décès. À la date du 5 avril, la Côte d'Ivoire compte donc 81 780 cas confirmés, dont 80 945 personnes guéries, 796 décès et 30 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 477 408. Le 4 avril, 85 071 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 11 728 030 doses du 1er mars 2021 au 4 avril 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres dédiés. Il rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Les jeunes du département de Kouto démontrent leur reconnaissance au chef de l'État pour ses actions de développement en faveur de leur région. Ils l'ont fait à travers un meeting de mobilisation et de soutien au RHDP. Parrain de la cérémonie, le ministre Bruno Nabagné-Kone les a exhortés à l'union et à l'entente. Charles Tatou. Venus de toutes les localités du département de Kouto, les jeunes par cette mobilisation marquent leur soutien au ministre Bruno Nabagné-Kone et à travers lui au RHDP, mais surtout leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour les actions de développement en faveur des localités de leur région. Nous sommes des jeunes qui sont reconnaissants des actions du président Alassane Ouattara et toutes les personnes qui rentrent dans cette ligne de conduite. L'honorable Laspé et le ministre Bruno ne sont plus des personnes à démontrer leur fidélité auprès du président Alassane Ouattara. Donc nous les soutenons parce qu'eux-mêmes ils sont aussi des modèles de fidélité. Le ministre Bruno Nabagné-Kone, parrain de la rencontre, et le secrétaire national chargé de la mobilisation, l'ASPR, salue l'initiative des jeunes. Ce que je vais dire à la jeunesse de la Baboué, de faire toujours confiance au président de la République, Alassane Ouattara, et de faire toujours confiance à leur ministre, le ministre Bruno, et de faire confiance toujours au RHGP, parce que le RHGP c'est un grand parti, c'est un parti pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous menons comme action a pour finalité l'homme, a pour finalité la population, a pour finalité tous ces jeunes qui sont l'avenir de notre pays, l'avenir de nos régions. Nous avons tenté de leur dire les quelques valeurs qui nous paraissaient essentielles. Ces valeurs, c'est la patience, ces valeurs, c'est la loyauté, c'est le travail, c'est l'union, c'est l'ambition. La JBNK entend initier d'autres rencontres de mobilisation des jeunes du RHDP pour démontrer la vivacité de leur formation politique dans la région. L'ouest du pays avec le Guémon qui s'apprête à accueillir l'ancien président Laurent Gbagbo. Une visite sur laquelle la chefferie traditionnelle du peuple ouest se prononce. Elle invite le président du PPACI à surseoir à sa visite à Boussanogo. Les chefs traditionnels ouest de la coordination régionale du Guémon se prononcent sur la visite annoncée dans les régions du Guémon et du Cavali du président du PPACI, Laurent Gbagbo. Nous sommes obligés de vous dire que cette région est meurtrie aujourd'hui, elle est en pleurs. Nous avons perdu le plus illustre de nos chefs, le chef Guy Vlaï Vincent, président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Guémon. Nous sommes en plein préparatif de ces obsèques. Le ministre Kouadio Konan Bertin, qui devait effectuer une visite ici dans notre région, a été obligé d'annuler cette visite parce qu'ayant appris le décès de notre grand chef. Notre petite fille, la ministre Anne-Désirée Bouloto, qui devait organiser la journée de la femme ici à Diokwe, était obligée de délocaliser sa cérémonie à Djiglo parce qu'ayant appris aussi le décès de notre grand chef. Les têtes couronnées du Guémon invitent donc Laurent Gbagbo à surseoir à sa visite. Nous avons appris que l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, effectuerait une visite dans notre région. Mais si c'était exact, je condamne avec la plus grande énergie cette façon maladroite de faire les choses. Parce que cette région a des habitants, cette région a ses populations. Il aurait fallu, ne serait-ce que par courtoisie, même si c'était dans le cadre de ses activités politiques,
que la chefferie soit tenue informée pour qu'ensemble, nous lui réservions un accueil digne de son rang pour les fonctions antérieures qu'il aurait occupées dans ce pays. Nous ne sommes pas informés et demandons de surseoir à cette arrivée parce que nous ne serons pas à mesure de le recevoir parce que nous sommes en deuil. Conformément au calendrier de sa visite, Laurent Gbagbo est attendu dans les régions du Guémon et du Cavali dans la période du 7 au 10 avril. On reste dans l'ouest du pays avec la présidente du conseil régional du Cavali qui était à Guiglo pour une visite de terrain. Désiré Oloto est allé constater l'état d'avancement des travaux en cours. Les travaux du CHR en phase de réhabilitation et d'extension, le nouveau pont à 2 voies et le collège des jeunes filles entièrement achevé. Des chantiers en phase de finition qui seront bientôt livrés. Et on termine avec cette alerte de la FAO. La région ouest africaine va devoir affronter une grave crise alimentaire. En Afrique de l'Ouest et au Sahel, 27 millions de personnes souffrent actuellement de la faim ou de la malnutrition. Ce chiffre pourrait bondir de 40% et atteindre 38 millions de personnes d'ici juin. En cause, l'insécurité, la sécheresse, mais aussi les effets inflationnistes sur les prix des denrées consécutifs à la pandémie de Covid-19 et à la guerre en Ukraine. Voilà, c'est la fin de cette dernière ligne droite de l'info sur RTI 1. Je vous remercie de votre aimable attention. Bonsoir et que la paix soit avec vous.